Nous abordons ici la première section du premier chapitre, Rome, une économie monde. Nous allons essayer de comprendre le fonctionnement économique de la civilisation romaine qui va marquer profondément l'Europe de son empreinte. Entre la fondation de Rome en moins 753 et la chute de l'Empire romain en 476, plus de 1000 ans s'écoulent. Entre-temps, Rome va dominer l'ensemble du bassin méditerranéen par conquêtes successives. Sur cette carte de l'Empire romain à son apogée sont figurés Rome et son territoire propre, qui correspond à l'Italie d'aujourd'hui, ainsi que les différentes provinces occupées par l'Empire tout autour de la mer Méditerranée. Nous nous concentrerons sur la période qui va du IIIe siècle avant notre ère au IIe siècle, du moment où Rome commence à assumer un rôle central en Italie jusqu'à l'âge d'or de la civilisation romaine. Au milieu de cette période, en moins 27, Rome passe d'une république oligarchique, contrôlée par un petit nombre de familles, à un empire, contrôlé par la personne unique de l'empereur. Celui-ci concentre tous les pouvoirs entre ses mains. L'économie romaine est une économie essentiellement agraire. Les travaux agricoles concentrent 80% de la main-d'œuvre. Il faut posséder de la terre pour avoir le statut de citoyen romain. La terre permet aux citoyens de subvenir à ses besoins, et le temps excédentaire entre deux récoltes peut être consacré à la guerre. Le citoyen romain est avant tout un paysan soldat. L'économie romaine est aussi une économie de conquête. Il y a une relation directe entre la croissance économique et l'annexion de nouveaux territoires. Les conquêtes apportent non seulement de nouvelles terres à exploiter, mais aussi tout ce qui représente la richesse antique, des ressources, des métaux et des objets précieux, obtenus par le biais du tribut de guerre, une somme d'argent exigée des vaincus. C'est une économie de prédation, même si une fois la conquête achevée, Rome se contente de prélever un impôt annuel, en nature ou en argent, sur les territoires conquis. Les conquêtes, enfin, constituent un apport important de main-d'œuvre. Les prisonniers de guerre sont transformés en esclaves, dont le nombre grandissant finit par représenter un tiers de la population de l'Italie au début de l'Empire. En effet, Rome est confrontée à une importante pénurie de travailleurs. D'un côté, les conquêtes ont fortement agrandi les terres à cultiver. De l'autre, elles ont affaibli la classe des paysans qui formaient l'essentiel du recrutement de l'armée. C'est pourquoi les esclaves sont nécessaires pour exploiter les nouvelles terres. Parallèlement, la propriété foncière se concentre. L'expansion territoriale favorise le développement du système des latifundia de l'aristocratie sénatoriale. Ce sont d'immenses propriétés cultivées qui vivent en quasi-autarcie. Ces domaines fournissent un surplus monétaire qui sera plus tard mobilisé pour développer les activités commerciales. C'est à partir du IIIe siècle avant notre ère que se développent les échanges sur longue distance. Ceux-ci se font essentiellement par voie de mer et ont une dimension méditerranéenne. Le transport maritime est risqué, en raison des naufrages ou des pirates qui écument la Méditerranée, mais il est beaucoup plus économique et beaucoup plus rapide que le transport par terre. Keith Hopkins estime ainsi que le prix d'un chariot de blé transporté par voie terrestre double au-delà de 400 km en raison des coûts de transport. Les marchandises transportées sont essentiellement alimentaires, du blé, de l'huile et du vin. Des quantités considérables sont transportées chaque année pour alimenter la ville de Rome, qui atteint 1 million d'habitants dès le début de l'Empire. Il y a aussi des biens de luxe destinés à l'aristocratie romaine, les membres des grandes familles et les hauts fonctionnaires de l'administration impériale. Des épices, des étoffes précieuses, des objets en or et en argent. À côté de ce commerce sur longue distance et de l'opulence des classes dominantes, existe aussi dans les campagnes une économie naturelle. Des petits paysans qui arrivent avec peine à l'autosubsistance, avec des conditions de vie parfois très dures. Ainsi, un enfant sur 3 n'atteint pas sa première année. Un commerce de petite distance se développe entre les espaces ruraux et la ville la plus proche, où s'échangent des biens de première nécessité, nourriture, habillement et quelques outils rudimentaires. Les bénéfices de l'activité commerciale ne seront jamais utilisés pour développer la production. Le capital marchand ne se transformera pas en capital industriel, et ce pour 2 raisons. D'abord, le prestige attaché à la possession de la terre, souvenir des premiers temps de la République et des citoyens paysans soldats qui ont fait la gloire de Rome. Ainsi, les profits du commerce sont souvent réinvestis dans la terre.
Ensuite, le discrédit qui touche le travail de production manufacturière et l'artisanat, considéré comme une occupation dégradante et réservée aux esclaves. L'Empire romain a un fonctionnement très centralisé. Tous les centres de décision se trouvent dans la ville de Rome, qui attire à elle toutes les richesses et toutes les marchandises du monde romain. Rome est à cette époque le comptoir du monde. Les échanges avec les provinces trouvent leur équilibre grâce au développement du commerce. L'impôt qui pèse sur les provinces conquises permet à Rome de disposer des liquidités nécessaires pour payer ses importations. En retour, les provinces sont incitées à développer leur production pour pouvoir payer les impôts. Peu à peu, les différentes provinces romaines se spécialisent dans l'extraction ou la production de biens destinés à l'exportation, dans une sorte de version antique de la division internationale du travail. Le blé de Sicile et d'Égypte, le vin de Gaule ou les métaux d'Espagne. L'Empire romain est bien, pour reprendre l'expression de Fernand Braudel, une économie monde. Rome est une société esclavagiste. Il faut bien sûr se garder de juger ce trait avec notre mentalité contemporaine. À l'époque, l'esclavage des populations vaincues est pratiqué par tous les peuples de l'Antiquité et apparaît comme absolument normal. Les esclaves deviennent progressivement indispensables au fonctionnement de l'économie romaine. L'esclavagisme romain a deux traits particuliers. D'abord, les esclaves peuvent occuper de nombreux postes, parfois prestigieux. Certains sont les précepteurs des enfants des familles aristocratiques, d'autres gèrent des latifundia. Seuls quelques postes, dans la haute administration ou dans l'armée, sont réservés aux citoyens romains. Ensuite, le travail servile est efficace. Il est strictement organisé, avec une division du travail poussée et des procédures de contrôle du produit. Les rendements agraires sont ainsi relativement élevés. Un dernier point sur la civilisation romaine est son caractère atechnologique. Si les Romains furent de grands architectes, des ingénieurs hors pair, et s'ils poussèrent la science militaire aussi loin qu'il était possible pour l'époque, les innovations technologiques dans la production furent rares. Les historiens expliquent ce point par le discrédit qui touche les activités de production dans la mentalité romaine, mais aussi par le caractère esclavagiste de la société. Avec une main-d'œuvre abondante et gratuite, il n'est nul besoin d'inventer des machines pour faciliter le travail manuel. L'Empire romain entame son déclin à partir du IIIe siècle de notre ère. Il s'effondre à la fin du Ve siècle sous la poussée des invasions barbares. Commence alors le Moyen Âge.